Et nous allons alors accueillir Madame Piloty Anne, également de Robert Debré, qui est masseur kinésithérapeute chargée de formation à l'université, qui va nous parler de comment le changement de posture permet l'innovation. C'est parfait. Je vois un être humain. Je vais essayer de chercher quelque chose en même temps. D'accord, bon, ok. Donc, pour ma présentation d'aujourd'hui, je vous propose, à partir de l'analyse d'un groupe d'éducation thérapeutique du patient en pédiatrie, de montrer comment, en modifiant les postures des soignants et des familles, et surtout en pratiquant sans le savoir l'indisciplinarité, pas l'inter, mais l'indisciplinarité, on peut aboutir à la création d'innovations. Je vais d'abord vous présenter mon cadre d'analyse, puis le groupe d'éducation thérapeutique et enfin le processus de travail qui amène à l'innovation. Donc, au niveau du cadre conceptuel, tout le monde connaît la pluridisciplinarité, qui consiste à juxtaposer des regards spécialisés sur un objet d'étude. L'indisciplinarité est un concept un peu moins connu. En fait, ce concept est au-dessus du pluri ou de l'interdisciplinarité et elle rejette la soumission à certaines règles établies, des règles souvent sociales, et ça va de pair avec le respect des disciplines. En fait, les disciplines, elles vont instituer des frontières qui diminuent la création, mais qui facilitent la transmission. Edgar Morin, il nous parle de spécialisation et d'hyper-spécialisation. En fait, plus une personne est hyper spécialisée, plus il est difficile pour elle d'avoir une pensée sur la complexité des choses et la complexité du monde. Et donc, ça va limiter sa capacité à comprendre les choses dans leur globalité et ça ne facilite pas la découverte. Je ne dis pas que ça ne l'empêche pas, ça ne la facilite pas. Alors moi, j'utilise des concepts de l'analyse institutionnelle et notamment les concepts d'implication institutionnelle que je vais un petit peu expliquer. Nous appartenons tous à des institutions et nous transportons tous ces institutions. Un exemple simple, je suis masseur kinésithérapeute et lorsque je suis en vacances, eh bien, si je vois quelqu'un dans la rue boiter, je ne peux pas m'empêcher de me retourner, de voir pourquoi la personne boite. Est-ce que ça vient de la cheville? Est-ce que ça vient du genou? Est-ce que ça vient de la hanche? Est-ce que... Vous voyez, je suis en vacances, mais je transporte avec moi mes implications professionnelles. C'est plus fort que moi, c'est comme un réflexe. Eh bien, ces implications professionnelles sont de trois niveaux, enfin pas des niveaux, mais sont de trois sortes. Il y a l'implication organisationnelle. En fait, ces implications institutionnelles, elles vont modeler notre façon de penser et de réagir en situation. Aujourd'hui, les présentations se font par visio et moi, j'ai énormément de mal avec ça parce que je suis masseur kinésithérapeute, je vous l'ai dit, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir les visages pour savoir comment mon message est reçu et comment je dois réaxer, me reprendre, expliquer ou pas quelque chose. Donc, normalement, j'essaye de faire un peu d'humour, mais aujourd'hui, je ne vais pas en faire parce que faire de l'humour, c'est aussi prendre un risque et là, je n'ai pas de retour visuel. Donc, implication organisationnelle qui, d'ailleurs, on voit bien à travers les interventions diverses, peu de questions sur le chat. Nous ferions les mêmes présentations dans des pièces avec 10, 15, 20, 30, 40 personnes, peut-être qu'il y aurait plus d'interventions. Nous avons aussi des implications libidinales. Ce sont les affects. Eh bien, je viens de vous expliquer, moi, j'ai besoin de voir et de toucher, et ça m'est difficile de faire une visio. C'est pour ça que j'ai demandé à voir le visage d'une des modératrices, et ça me rassure un petit peu. Elle a l'air très sympathique. Bon, merci, elle sourit. Donc, ça me permet de continuer un petit peu et d'être rassurée. Et puis, nous avons les implications idéologiques. Ce sont nos valeurs, ce qui fait sens pour nous. Et là, nous sommes des soignants. En tout cas, j'imagine que nous avons des valeurs communes. Que nous soyons soignants au Liban, que nous soyons soignants au Maroc ou dans d'autres pays, nous avons quand même un socle de valeurs. Et ça, c'est des choses que nous transportons, qui nous animent et que nous animons dans les différentes organisations auxquelles nous appartenons.
Au niveau de ce travail que je vous présente, en fait, il s'agit d'observations participantes de 2016 à 2018 d'un groupe thérapeutique construit autour d'enfants trachéotomisés. Donc, à l'origine de ce groupe de TP, il y a une infirmière d'ORL qui commence à réfléchir sur la prise en charge des enfants, et puis sur la formation des soignants. Et puis, en 2016, elle initie la création d'un groupe de travail de soignants pluridisciplinaires qui a ensuite commencé un travail pour devenir un groupe d'éducation thérapeutique reconnu institutionnellement, c'est-à-dire avec des règles, avec des façons de faire, avec des formations qui apportent. Donc, ce groupe est composé de différents professionnels, médecins, chirurgiens, psychologues, secrétaires, masseurs-kinés, thérapeutes, cadres, infirmières, assistantes sociales et un réanimateur. Donc, voilà un petit peu pour le cadre. En quoi le TP initie-t-elle un changement de classe? Eh bien, le TP s'adresse à des personnes porteuses d'une maladie chronique et d'après l'HAS, l'HAS est un organisme français, c'est important que je vous dise ça, son objectif est, je cite, d'aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Là, on sort du cadre strictement curatif. L'idée n'est pas de guérir, puisque la maladie est chronique, mais d'accompagner et d'aider à vivre avec. Ça, c'est un changement de posture pour ça. Pour ce faire, soignants et patients vont sortir du schéma classique d'un patient passif qui prend son traitement et qui suit les directives du médecin. Et donc, on a des relations patients-soignés qui sont modifiées. Si on observe ce qui se passe, eh bien, dans l'éducation thérapeutique définie par l'HAS, organisme français, on reconnaît que le patient a des connaissances et des compétences. En fait, le patient, il sait déjà des choses. C'est pas mal, hein? C'est une découverte. Bravo, félicitations. Pour le modèle de Montréal, en revanche, la marche est plus haute. C'est plus que ça. Il s'agit d'un partenariat qui s'appuie partenariat. Hein, je vous ai mis un petit dessin là, où on voit bien que le soignant est quand même un petit peu au-dessus du patient. Hein. Alors, je ne sais pas si la personne a mis des talonnettes, mais la blouse blanche est quand même plus grande. Je pense que c'est pas innocent. Donc, le modèle de Montréal, lui, dit qu'il s'agit d'un partenariat avec des patients qui, d'une part, eh bien, il y a une reconnaissance de leur savoir expérientiel, ils sont experts de leur vie avec la maladie chronique, ils sont experts des parcours de soins, hein, parce qu'il y a de plus en plus de spécialistes, et c'est eux qui courent d'un hôpital à un autre, à un médecin, à un généraliste, etc., pour essayer de garder une certaine cohérence, ce qui n'est pas évident. Et puis, ils sont également experts des répercussions de la maladie sur eux et sur leur entourage. Donc, je vous ai dit partenariat entre ces patients et partenariat avec ces soignants qui, eux, par contre, ont des savoirs scientifiques, théoriques et une expertise clinique. Alors, si on se réfère aux travaux d'une chercheuse anglaise qui a évalué qu'un malade chronique passe en moyenne 5 à 10 heures par an avec son équipe de soins, alors que cette personne passe plus de 6 000 heures par an à faire ses propres soins, tout seul ou avec ses proches, on peut se dire que le premier soignant, c'est le patient. Et là, ça rééquilibre un petit peu les forces. Et dans le modèle de Montréal, le patient, il est considéré comme un acteur de soins à part entière. Carmad nous dit même qu'il existe une démarche d'éducation réciproque. J'adore ce terme, je le répète. Démarche d'éducation réciproque. Dans ce terme, il y a réciproque. C'est ça qui est le plus intéressant. Hein. Même s'il y a démarche. Mais réciproque, c'est pas mal. Donc, même si l'éducation thérapeutique, dans notre exemple pédiatrique, maintient quand même un monopole du rôle des soignants, on a des patients qui vont acquérir un rôle différent et des soignants qui vont commencer à se projeter dans la vie quotidienne de ces patients. Et là, on voit, vous avez parlé tout à l'heure d'implication, je vais l'utiliser là, on voit les effets sur les implications idéologiques des acteurs de soins de ce groupe de TP, ces implications vont même les pousser à modifier l'organisation de congrès professionnels qu'ils organisent sur la trachéotomie pour y intégrer des patients. Alors, doucement quand même. Ces patients, ils assistent au colloque toute la journée, ils assistent au discours des médecins, des professeurs, et puis ils ont un espace à un moment pour eux où ils peuvent parler de leur vie quotidienne, où ils ont fait des vidéos. Mais on voit bien là que les implications sont un petit peu bougées. Hein. Donc, cette organisation va venir aussi bousculer ces implications idéologiques des patients et des soignants. Les patients ont aussi un peu de mal au début à parler dans ces colloques-là et à trouver leur place.
Donc, pour le moment, il n'y a pas, enfin, entre 2016 et 2018, hein, il n'y avait pas de patients ou de parents de patients dans le groupe, mais on voit quand même que les choses bougent, même si on est loin du modèle de Montréal. Et là, la parole, on écoute les besoins, ce groupe commence à écouter les besoins des familles. Donc, ce groupe travaille travaille sur, mais le travail avec est encore en chemin. Du côté des soignants, eh bien, je vous ai parlé de la composition du groupe de TP, donc des professionnels qui appartiennent à des professions différentes, des disciplines différentes. On va regarder comment ces gens collaborent ensemble. D'abord, le fonctionnement du groupe n'est pas le même que dans les services de soins. Les réunions sont menées par l'infirmière coordonnatrice. Si on observe un petit peu les échanges, chaque professionnel pose des questions, émet des remarques, dans une grande confiance. Les représentants du corps médical n'ont pas forcément un rôle de prescripteur et n'ont pas forcément un rôle de détenteur de la bonne connaissance. Hein. Des fois, ils sont un petit peu bousculés, mais tout ça, bon enfant, tout ça se fait dans une bonne ambiance. Il n'y a pas de hiérarchie. Les réunions, donc, se font dans une ambiance, une bonne ambiance, même des fois indisciplinée. Je fais exprès d'utiliser ce terme-là. Et chacun pose des questions. Il n'y a pas de questions stupides. Enfin, en tout cas, les questions stupides ne sont pas stupides dans ce groupe-là. Et chacun pose des questions, émet des remarques qui ne concernent pas forcément son domaine de compétence. Hein. Tout le monde est respectueux de la parole de l'autre et il y a très peu de jugement. Il ne s'agit plus de juxtaposer des professionnels de différentes disciplines, mais bien de développer une réflexion commune. Et dans ce groupe, on peut dire que chaque spécialiste ne travaille pas seulement sur un seul aspect d'une situation, et que les disciplines n'ont plus de frontières aussi nettes que dans les services. Quand on se retrouve dans le service, les professionnels reprennent une posture institutionnelle. Donc là, on voit bien que les soignants modifient leur point de vue, qu'ils dépassent leur discipline, qu'ils imaginent, qu'ils projettent ce patient plus dans une globalité en le projetant dans son milieu social. Et les implications idéologiques des soignants ne sont plus seulement localisées dans un établissement de soins, l'hôpital, mais le soignant se repositionne comme un être social qui pense le patient comme un être social et non pas comme un objet de soin. Hier, on a vu des interventions et le patient a été appelé objet de soin. Ce n'est pas un regard critique, juste je note que là, on n'en est plus là. C'est vraiment un être social. On travaille avec lui. Alors, l'innovation, elle prend naissance dans ce contexte que je vous ai décrit. Et si on regarde de plus près, on va essayer de voir comment elle s'est vraiment créée. Donc, il faut le contexte. Par exemple, je vous explique vraiment le jour, enfin, l'un des jours où l'idée d'innovation a émergé. Eh bien, les professionnels évoquent des problèmes de retard scolaire. Vous avez entendu avant que le groupe les deux personnes qui ont présenté les TP avant nous ont parlé de ces problèmes scolaires avec des enfants trachéotomisés. Donc là, eh bien, les gens évoquent les problèmes de retard scolaire, alors qu'il n'y a pas de trouble cognitif de l'enfant. Évoquent aussi des problèmes de lésions de peau dues à des cordons utilisés par les familles. Ce n'est pas la première fois que l'équipe en parle. Mais cette fois, je ne sais pas pourquoi, les gens ont envie de rigoler, c'est une bonne humeur, les questions fusent, les idées aussi. Et puis l'aspect social est abordé, parce que souvent, quand un enfant est trachéotomisé, il y a un des membres de la famille qui arrête de travailler pour s'occuper de l'enfant porteur de la trachéotomie. Et du coup, il y a une baisse de revenus. Et puis, on vient des idées qui sortent sur ce qu'il faudrait faire, sur les aspects sécuritaires, mais aussi sur l'utilisation à l'école, puis le côté esthétique, puis le côté plus social. Donc, ces professionnels de la santé vont finalement essayer d'investir un peu la vie de l'enfant. On sort carrément des préoccupations disciplinaires. Hein. Je vous ai expliqué infirmière, kiné, chirurgien, secrétaire, cadre, assistante sociale, médecin, psychologue. On est carrément ailleurs. Et au milieu de ces idées qui fusent, eh bien, quelqu'un lance, on n'a qu'à en fabriquer un cordon. On n'a qu'à faire ce que nous, on pense être bien. Donc là, le défi est repris par l'un des soignants, et puis il y a un prototype qui est fabriqué. Et puis, au final, en 2018, eh bien, ce groupe a fabriqué un cordon de trachéotomie qui a gagné un trophée d'innovation. Donc, en conclusion, eh on voit bien que c'est en abordant la complexité des situations des différents patients que les professionnels du groupe se sont décentrés.
Les remaniements de place au sein de la prise en charge d'une pathologie chronique ont amené les professionnels à changer leur pratique, à innover pour améliorer la qualité de vie des patients et leurs familles. Alors, l'outil nous dit que l'indisciplinarité, c'est ça qui amène l'innovation. C'est de s'autoriser à penser autrement. Fabriquer ce cordon, c'est dépasser son champ disciplinaire. Il n'y a pas de couturière dans le groupe. Il n'y a pas d'inventeur. Il n'y a pas d'entrepreneur. Il n'y a pas d'ingénieur. Il n'y a pas de chercheur. Des soignants. Alors, si en sortant de l'hôpital, vous allez soigner qui on a fabriqué un cordon avec une machine à coudre, vous voyez bien qu'il y a un écart quand même. Alors, c'est pas. L'hôpital n'emploie pas ces gens pour coudre. Donc, les soignants, c'est eux qui sont transformés en couturières, en inventeurs, en ingénieurs. Ils dépassent leurs compétences professionnelles et ils sont indisciplinés par rapport à ce que l'institution leur demande, leur commande. Ils sortent de leur rôle. Et pourtant, c'est bien l'indisciplinarité qui a permis d'imaginer puis de créer ce prototype de cordon. Mais c'est également bien parce qu'ils participent à ce groupe de TP que les questions se sont transformées du soin, se sont transformées en questions de qualité de vie. On voit bien dans cet exemple comment les différentes, en tout cas j'espère que vous voyez, comment les différentes implications institutionnelles de soignants ont participé à remanier leur vision de leur mission au sens de l'institution, et même à outrepasser leurs objectifs de soins. Donc on a l'indisciplinarité qui suscite la liberté qu'il faut pour créer, pour rendre possible la sérendipité. Je vous sors le mot parce que je trouvais que ça faisait joli, hein. C'est l'innovation, sérendipité, c'est une autre façon de le dire, mais ça fait bien. Le TP favorise le développement d'indisciplinarité sans se contenter de mettre en relation une discipline, mais bien de développer une réflexion vers. Et je finirai par vous dire comme une petite provocation, mais surtout, il faut le prendre avec discernement. C'est bien parce que Fleming était indiscipliné qu'il n'a pas respecté les règles et qu'il a inventé la publicité. Je vous remercie de votre attention et je remercie à Madame la modératrice qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et de croire que je n'étais pas toute seule à parler. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante parce qu'en fait, je ne connaissais pas le terme de indisciplinarité qui en fait finalement revient un peu à effacer les frontières entre les spécialités, qui est un véritable plébiscite de réciprocité pour la réciprocité entre patients et soignants, je trouve, et qui donc permet une certaine globalité, une certaine globalité de ce sujet patient dans son environnement et donc moteur de créativité finalement, hein. Donc, c'est très intéressant, effectivement, parce qu'on fait tous des efforts comme ça, mais on ne sait pas quels sont les ingrédients qui amènent à ça. Et c'est intéressant que vous puissiez mettre le doigt comme ça sur les conditions, finalement, qui institutionnellement peuvent le permettre. Parce que finalement, cette ETP ouvre ces possibles et ça, c'est inclus. Aujourd'hui, en ce moment en tout cas, nos institutions acceptent le TP peut-être sans imaginer tous les possibles que ça vient ouvrir grâce à l'effacement, cette indisciplinarité qu'amène l'ETP, puisque c'est dans les fondements de l'ETP que de venir finalement sans sa blouse, sans son titre. Hein. Souvent dans l'éducation thérapeutique, on vient vraiment comme ça. C'est très intéressant du coup de le pointer comme ça. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et je voulais savoir combien de fois par mois se réunissent les professionnels et c'est autour d'une situation singulière qu'on se réunit ou comment ça fonctionne? Non, c'est autour de plusieurs patients et dans ces, alors c'est une très bonne question, de 2016 à 2018, je pense que ça devait être une fois par mois. Après, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est vraiment des discussions, en tout cas pendant ces 2 ans. C'était vraiment des discussions autour des patients, autour du patient, autour d'une demande, autour d'une situation. Et ce qui était intéressant, c'était que vraiment les postures étaient bouleversées par rapport à ce qu'on vivait. Une fois sorti de la pièce, c'était plus la même chose, quoi. Là, on s'autorisait. J'adore ce mot parce que dans autoriser, vous avez auteur, acteur, argumenté, Lisée Spinoza. Et ça, c'est génial. Et on s'autorisait, il s'autorisait en tout cas
à bousculer le chirurgien en disant mais pourquoi tu as fait ça et à quoi ça sert et pourquoi on ne ferait pas ça. Vraiment des questions naïves qui obligent tout le monde à bouger et à se dire bah oui, j'ai l'habitude de faire ça, mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est ça qui est important. Et puis de se décentrer. La formation qu'on a reçue, elle nous met dans une certaine posture. On a des implicites. On est là pour faire quelque chose. On est là pour être acteur de soins. On n'est pas là, enfin, on a du mal. Alors, je parlerai pour moi. Même moi qui réfléchis à ça, en tant que soignant, j'ai du mal à avoir cette posture de vraiment partenaire. J'ai fait un chemin, mais le chemin est encore long. Vous voyez, le modèle de Montréal, c'est, je pense, un des objectifs. En tout cas, ils ont bien travaillé, bien réfléchi, et le patient a une autre posture que, en tout cas, ici. Très bien, je vous remercie. Donc, il y a beaucoup de remerciements aussi sur le chat, sur l'aspect innovant de l'indisciplinarité, qui a, semble-t-il, beaucoup plu à l'auditoire. Merci beaucoup.